Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec Léo Pestre qui s'est passionné très jeune pour l'univers blockchain et a cofondé récemment BIM Group pour aider les PME industrielles françaises à se développer. Dans cet épisode, on explore leur modèle de financement qui passe par l'achat d'un token ouvert à tout un chacun. Ce token devrait permettre de bénéficier d'un rendement de 5% par an et d'accéder au processus de sélection des projets industriels qui rentreront ou pas dans la pool avec un vote au sein d'une DAO. Et enfin, surtout, c'est la promesse de soutenir financièrement de belles initiatives industrielles qui font du Made in France et qui créent des emplois locaux. Salut Léo, bienvenue sur le podcast. Salut, merci de l'invitation. Avec plaisir. Donc Léo, tu représentes BIM Group, tu vas nous en parler. Et avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, pas de souci. Bah écoutez, moi je m'appelle Léo Pestre, j'ai 21 ans et j'ai cofondé le BIM Group avec Damian Pi. Et je suis dans la blockchain depuis 2019, donc j'avais un peu plus de 18 ans et voilà, j'ai découvert cet écosystème passionnant pendant le Covid-19, pendant les multitudes de confinements et j'en suis là aujourd'hui. Ok, donc effectivement, tu t'es intéressé très tôt à l'univers blockchain. Je sais que tu as écrit un livre d'ailleurs sur le sujet. Donc félicitations pour la publication. C'est venu comment? Et d'ailleurs, de quoi parle le livre? C'est un petit peu général, c'est ça? C'est un bouquin qui s'adresse plutôt à des néophytes? Alors oui, j'ai écrit un livre parce que je suis parti en fait du constat que pour démocratiser la blockchain, il fallait que les gens arrivent un petit peu à comprendre comment elle fonctionne sans vraiment rentrer dans les détails, dans des nœuds, par exemple pour sécuriser le réseau, etc. Mais donc aujourd'hui en fait j'ai écrit un livre qui s'appelle le monde des crypto-monnaies. Disponible sur Amazon. Et en fait, l'objectif de ce livre, c'est de démocratiser l'utilisation de la blockchain et de savoir les grandes lignes de comment ça fonctionne. On parle un petit peu de l'histoire du Bitcoin, mais aussi pourquoi on en est arrivé là. On parle d'Ethereum, on parle qu'est-ce qu'un wallet, qu'est-ce que la finance décentralisée. Mais les chapitres sont relativement courts, c'est une page à 3 pages. Et en fait, l'idée, voilà, c'est d'avoir un aperçu global de l'écosystème de manière simple, avec des mots simples, pour que tout le monde arrive à comprendre. Et pour le moment, c'est une belle réussite ce livre pour le moment, ouais. Ok, bah écoute, cool. On mettra sûrement le lien vers, je sais pas, effectivement la page Amazon en description de l'épisode. Ok, et donc ouais, on va parler dans cet épisode de BIM, BIM. Donc il y a BIM Group et il y a BIM Bank notamment qui va nous intéresser tout particulièrement. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont vos activités et comment est structuré le groupe? Alors aujourd'hui, BIM Group a été cofondé par Damian Pi et moi-même en août 2022. En fait, on est parti d'un constat, enfin lui est parti d'un constat que pour financer aujourd'hui des sociétés qui veulent produire en France, des sociétés industrielles à fort impact positif, c'est relativement compliqué. Les tours de table sont ultra complexes, ultra longs, et aujourd'hui, les gens ne sont pas vraiment intéressés pour investir dans de l'industrie, mais ils préfèrent investir dans de la tech, dans du software, dans des logiciels, toutes ces choses-là. Donc c'est très compliqué de trouver du financement pour ce genre de start-up, alors que c'est elles qui produisent tous nos produits aujourd'hui. Donc c'est un peu paradoxal. Et donc du coup, on est arrivé à ce constat-là qu'aujourd'hui, en fait, c'était possible de financer des boîtes en utilisant la technologie blockchain. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre jeton numérique sur la blockchain Polygon qui s'appelle BIM.
Et en fait, l'objectif du BIM, c'est d'avoir un ensemble de participations de sociétés françaises non cotées en bourse, très souvent des startups, voire des petites PME. Et en fait, le BIM va refléter l'ensemble de nos participations dans les différentes sociétés. Et en fait, on va permettre aussi aux investisseurs qui n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour investir directement dans une boîte, puisque pour investir dans une boîte, on appelle ça investir en equity, bah, il faut un certain ticket d'entrée, souvent entre 20K et 50K, donc c'est pas donné à tout le monde. C'est très complexe parce qu'il y a toute une procédure, il y a tout un audit à faire de la société. Et nous, en fait, on facilite tout ce processus-là à l'aide de notre jeton BIM. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a notre panel de startups dans lequel on a déjà investi. Mais en ayant du jeton BIM par exemple le lundi, bah, vous êtes entre guillemets pas propriétaire des sociétés dans lesquelles on a investi, mais vous avez accès à notre panel de sociétés et avec leurs futures performances et leurs performances actuelles. Et en fait, avec ça, on arrive à démocratiser Ok. l'investissement dans des startups aujourd'hui, qui est un sujet important pour le financement de l'industrie en France et pas que. Totalement. Ouais, pour des sujets de réindustrialisation de la France, c'est sûr que l'accès au financement est important. Je rebondis un petit peu sur ça parce que bon, je suis pas dans ce secteur, mais j'ai pu le constater. Alors, j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal d'entrepreneurs qui étaient dans le hardware, qui étaient accélérés à l'accélérateur Arts et Métiers, en l'occurrence. C'était à Station F à l'époque. Je Ok, sais pas si c'est toujours là-bas. Et c'était marrant parce que toujours j'avais beaucoup d'actualité. d'admiration pour ces. Ouais, ok. Il y a beaucoup d'admiration pour ces entrepreneurs parce que qui faisaient du hardware versus, bah effectivement, je sais pas quelle est la proportion, mais je dirais que plus de 90% des startups se lancent plutôt dans le soft, dans ce qu'on appelle la Mhm. tech. C'est marrant parce que pareil, quand tu viens d'un cursus ingénieur, ce que tu appelles la tech, c'est voilà, c'est la mécanique, l'industrie, et en fait, dans le monde des startups, ce qu'on appelle la tech, c'est le web, donc c'est plutôt le soft. Mais en tout cas, voilà, des sociétés qui sont des startups industrielles. Parfois, c'est un peu la croix et la bannière parce que c'est hyper capitalistique, que c'est difficile d'entrer sur le marché, que tu dois bosser avec des industriels. Voilà, il faut un certain montant pour qu'ils te prennent commande, tout simplement. Versus, bon, lancer un site internet ou même une application qui est qui présente des fonctionnalités avancées, ça reste quand même beaucoup plus accessible, quoi. Et c'est vrai que bah il le faut, et on parle beaucoup en ce moment de sujets d'industrialisation, de faire revenir des activités ici en Europe, chez nous. Donc voilà. Donc je comprends bien cette problématique. Maintenant, ce que j'ai constaté aussi depuis quelques temps au niveau de l'investissement, c'est que tu sais, il y a des clubs d'investisseurs qui ont fait baisser quand même les tickets d'entrée. Ça devient un peu plus accessible au commun des mortels. Et en général, bah alors le problème, c'est qu'évidemment, est-ce que tu vas faire ta due diligence toi-même? Enfin, quand tu n'es pas expert, c'est quand même difficile de d'évaluer un projet. Il y a ce premier point. Et puis donc si je comprends bien, finalement là, votre proposition de valeur, c'est aussi de dire euh, acheter le token, ça arrive dans une pool de sociétés dans lequel BIM a investi, et en gros, faites-nous confiance pour avoir fait ces due diligence sur des entreprises industrielles made in France sérieuses. C'est Alors c'est ça un peu plus poussé que ça. proposition. Ouais. C'est un peu plus poussé que ça, parce qu'aujourd'hui, donc il y a des startups dans lesquelles on a investi, mais aujourd'hui on a sorti notre DAO, où en gros, à chaque fois qu'on Mhm. va valider un investissement, nous par exemple, on va dire, bim, on a envie d'investir dans cette startup-là, mais il faut que la communauté elle valide. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une DAO, où en gros nous on va donner le pitch deck de la startup, on va donner l'audit qu'on a réalisé sur cette startup-là, et la communauté va valider sur un vote qui va durer entre 7 jours et 21 jours. Est-ce que oui, BIM prend une participation? Oui ou non. Si c'est non, dans ces cas-là, on prendra pas de participation, comme dans les DAO traditionnels sur la partie blockchain. Et si c'est oui, dans ces cas-là, on Ok. prendra une participation comme annoncé. Donc en fait, l'idée, c'est quand même d'embarquer tout le monde qui ont des jetons BIM, c'est de les embarquer aussi avec nous dans le choix de nos investissements. Ok. Donc vous présélectionnez les projets,
vous les soumettez au vote des détenteurs de tokens. C'est ça. Et donc, c'est quoi? C'est un token, une voix? C'est ça, c'est un token, une voix. Donc en fait, ça, Ok. à la sortie, ça se joue au prorata. Plus on a des jetons BIM, plus on a investi du coup dans l'écosystème, et donc plus on a un droit de vote important. Hmm. Ok. Assez proche du fonctionnement d'actionnaire finalement. Euh, Même si je pense pas que en tant qu'actionnaire on nous laisse en général ce genre de choix, mais ok. Euh, Ça marche. Et donc la question que je me poserais, par exemple là en tant qu'investisseur, si demain je veux mettre un petit peu d'argent sur le token, c'est donc de comprendre à date, même si j'ai bien compris que du coup je vais avoir un droit de vote pour les projets à l'avenir, c'est là à date quels sont les projets, quels ont été les critères en fait de sélection. Les critères de sélection pour qu'on sélectionne une société, nous. Ouais, Alors aujourd'hui, on a 3 participations que je peux communiquer. On a Lumside, Atana et Lysia. ok, Alors aujourd'hui, en fait, ce sont il y en a 2 où c'est des jeunes entrepreneurs. C'était leur première boîte. Et en fait, l'expérience de Damian P a fait qu'il était capable de les accompagner. Donc on n'a pas sur ces sociétés-là. Des fois, on investit dans ce qu'on appelle en equity, ou des fois, on fait ce qu'on appelle un apport en nature. On les accompagne sur toute une partie industrielle, sur comment produire en France. Aujourd'hui, d'accord. produire en France, Juste c'est ultra complexe. ouais, excuse-moi, juste je t'interromps pour préciser parce que je pense pas que tous les auditeurs connaissent Damien Pi. Alors c'est un entrepreneur qui a quand même reçu pas mal de visibilité. Je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais moi j'avais vu passer son histoire qui a été un petit peu pas médiatisée, mais que j'avais vu passer des posts plutôt presque viraux hein, sur LinkedIn par rapport à son départ de la société qu'il avait fondée, qui qui fabrique des lave-vaisselle C'est ça, made in Bob. France, hein, c'est ça. Donc le C'est lave-vaisselle ça, Bob, c'est le petit lave-vaisselle exactement. qui est en fait même portable et qui consomme moins d'eau C'est ça, que les exactement. lave-vaisselle classiques. Donc c'est quelqu'un voilà et je crois que toi tu l'as connu via Qui veut être mon associé, l'émission d'M6 à la C'est ça, base. c'est une belle histoire, la rencontre entre Damien et moi. À l'époque, en 2022, le 6 janvier, je crois, il passe sur M6 dans Qui veut être mon associé. D'ailleurs, ils ont réalisé la plus grosse levée de fonds sur M6, 1,5 million. Euh, C'était une levée pour quelle société? Pour Bob du coup? pour Bob, pour Dan Technologies, ouais. D'accord. Hmm. Et en fait, Damien se met à parler de crypto-monnaie pour négocier dans le deal. Et en fait, les auditeurs comprennent pas pourquoi, les investisseurs sur le plateau non plus. Mais moi, quand j'ai vu l'émission, en fait, j'ai exactement Ok. compris ce qu'il voulait faire avec. Même Éric Larchevêque, il a pas compris. Ouais, Alors après, on voit pas tout dans l'émission. Il garde que 15 minutes Hmm. sur quasiment 1h30 de pitch. Ouais. Donc il y a peut-être eu d'autres discussions, etc. Mais moi, ce que je sais, c'est que sur ces 15 minutes-là, il m'a convaincu et en fait, je savais exactement où ce qu'on pouvait Hmm. faire avec, parce que moi, j'avais une vision de l'écosystème blockchain. Et en fait, ce qu'il voulait faire, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place au niveau du BIM Group, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place même au niveau du BIM Group sur toutes les différentes parties. Et alors pour revenir après sur le fait qu'il a été plus ou moins, enfin, il a été évincé de Dan Technologies. À cause de la partie blockchain justement, il était dans une optique que pour que la boîte fonctionne mieux, il faudrait se diversifier. Ça n'a pas été un choix de ses investisseurs, Hmm. donc il a été évincé, mais c'est à la fois une bonne chose comme il le dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il peut faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il voulait faire chez Dantec, il le fait en fait chez BIM Group, et c'est beaucoup plus puissant parce que aujourd'hui, Dantex a produit de la vaisselle, mais demain, BIM Group, c'est dans une multitude de foyers avec nos différentes participations, nos différents produits, parce que au-delà d'accompagner des startups, on crée aussi nous-mêmes certains produits hardware. Euh, Comme par exemple, on travaille là sur une marque de clavier française de clavier gaming. On a fortement avancé dessus. On n'est pas très loin de la production. Euh, donc en fait,
moi, j'ai une partie blockchain, j'ai une partie web, j'ai de l'expérience sur différents projets web 3 et lui, il a une partie hardware et une partie industrielle. Et en Mhm. mélangeant les deux, on est capable de faire beaucoup de choses à la fois pour l'industrie française, mais aussi pour l'industrie web 3 et toutes ces choses-là qui sont en fait deux secteurs importants en France. L'industrie qui a été largement abandonnée les 50 dernières années, mais aujourd'hui on a la chance qu'il y ait un gouvernement qui essaye de mettre en place des choses pour redynamiser l'industrie, pour redynamiser la fonction des ouvriers dans les entreprises, etc., qui ne sont pas aujourd'hui des sous-métiers ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a plein de métiers qui manquent dans l'industrie parce que aujourd'hui, on dit dans les écoles, et c'est là où nous on n'est pas forcément d'accord dans les écoles, mais c'est un autre sujet, c'est qu'on dit, écoute, si tu veux gagner de l'argent, fais des grandes études, fais un bac+5. Mais il y a des gens il y a des super menuisiers ou des super plaquistes, des maçons qui n'ont pas forcément un bac+5, mais qui sont des experts dans leur domaine. Et aujourd'hui, on en manque terriblement. Et il y a plein de métiers comme Absolument. ça dans Des l'industrie où on en soudeurs, manque. pas Et beaucoup de des soudeurs. Je soudeurs. connais des soudeurs payés bien mieux que des ingénieurs Et de ben ouais, mais ménage. parce que aujourd'hui, alors c'est des métiers qui sont super durs. Par contre, ça, là-dessus, il y a pas de sujet. Mais c'est des métiers comme ça qui manquent cruellement en France et qu'on essaye nous de développer aussi à l'aide du Big Group dans d'autres idées un peu plus loin. Mais ouais, on a besoin de ce genre de personnes-là pour construire des vrais produits aujourd'hui en France. Ok, carrément. Bah, je te remercie pour cette présentation un peu plus de la philosophie qui sous-tend le projet. Euh, et donc tout à l'heure je t'ai interrompu. Tu parlais de l'apport en nature, donc je pense que tu l'as expliqué. C'est Ouais, en plus de du financement apporté, vous allez accompagner certaines sociétés en amorçage, on va dire, avec tout ce qui est conseil en industrialisation et en financement. Financement autre, j'imagine, parce c'est que j'imagine qu'il y a des mécanismes de crédit impôt recherche, de financement BPI, des choses exactement. comme ça. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on est capable, nous, d'accompagner sur du financement, mais aussi sur de la partie hardware, sur la partie industrielle. Donc, comme tu l'as dit, il y a du financement du gouvernement à aller chercher, BPI, French Tech, la French Bourse, toutes ces choses-là, qui sont importantes pour les jeunes startups. Mais il faut connaître, il faut envoyer les devis, enfin, il faut envoyer les dossiers aux bonnes personnes au bon moment. Et ça, Damien l'a déjà fait pour Dan Technologies pendant 6 ans. Donc il a l'expérience, il a le réseau pour le faire. Et aujourd'hui, en fait, on n'est pas, je veux pas qu'on nous mette dans la catégorie de cabinet de consulting, etc. Non, parce qu'aujourd'hui, quand une jeune startup, quand elle veut produire un produit, elle fait appel à des consultants qui lui font souvent un produit hyper beau, mais qui sont incapables de lui fournir un plan de comment ils l'ont fait, etc. Ou alors il faut payer en plus, c'est super cher, etc. Enfin, c'est pas Mhm. viable pour des jeunes startups qui mettent plusieurs cas dans leur recherche de plusieurs milliers d'euros dans la recherche de leurs produits, de leur développement de leurs produits, et qui à la sortie ont strictement rien. Et nous, l'objectif, c'est totalement l'inverse. C'est, on fait un produit, on répond à un problème, on répond à un besoin, on regarde comment on peut le produire et comment on peut le produire à grande échelle et à bas coût en France. Et Ouais. avec ce système-là, on arrive à produire des produits pour concurrencer des marchés européens, américains, voire même chinois sur certains produits un peu plus technologiques. Ok. Ouais, je te rejoins complètement. Je vais encore parler d'une petite anecdote et d'un projet que j'avais vu se construire à Station F à nouveau et qui avait mal terminé pour des sujets industriels parce que bon, je suis pas expert non plus, mais je sais que quand tu vas designer un produit, hein, donc là, quand tu vas le designer, j'entends de manière industrielle, tu peux le penser pour le prototype et ce qui est pas forcément l'avoir pensé, l'avoir designé pour l'industrialisation. Parce qu'en fait, un prototype, en Exactement. général, tu n'utilises pas les mêmes Il faut bien machines. différencier. Et ensuite, pour l'industrialisation, il faut que ce soit, comme on dit, scalable. Hein, ça passe à l'échelle. Tu as une chaîne de prod qui a beaucoup plus de contraintes que le prototype.
Et là, tu peux avoir des blocages importants qui peuvent coûter très très cher. Et pardon, il y a un petit décalage. Et donc ouais, tu peux avoir. Alors, l'anecdote que je vais te partager, c'était c'était une boîte qui a commercialisait, enfin plutôt qui n'était pas encore en phase de commercialisation justement, mais qui développait un produit qui était un scanner portable qui avait la taille peut-être d'une clé USB ou d'un stylo. Et donc voilà, c'est le côté un peu pratique par rapport aux gros scanners des imprimantes dans les entreprises. Et alors ils avaient levé 1 million d'euros en crowdfunding, principalement à l'étranger d'ailleurs. Et donc voilà, ça leur permettait d'avancer. Et en fait, je crois que cette boîte est morte parce que ils ont eu un gros problème d'industrialisation. Et donc finalement, en fait, enfin le produit ne pouvait pas passer quoi sur les sur les chaînes de prod, ne pouvait pas être fabriqué. Et en fait, ça a induit des coûts énormes en ingénierie pour repenser le produit. Et il me semble que enfin, en tout cas, la dernière fois que j'en ai entendu parler, ils avaient des gros problèmes de trésor du coup. Et je sais pas si je crois que la boîte a coulé. Ok, ben non, je connaissais pas, mais après ça m'étonne pas aujourd'hui. Avoir une idée, c'est bien. Préparer son idée, c'est encore complexe, mais produire un produit aujourd'hui, c'est une mission du combattant parce que on est obligé de commencer avec des petits volumes. Qui dit petit volume dit fort prix. Qui dit fort prix dit faible marge. Donc tout ça, c'est à la sortie, c'est ultra compliqué. Et nous, on a la chance d'avoir un réseau d'industriels qui nous accompagnent, qui sont capables de produire nos produits et les produits de nos partenaires à des coûts raisonnables, voire même à des faibles coûts de production. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on arrive à accompagner des boîtes et qu'on arrive à faire de grandes choses, même si on a plusieurs projets d'expansion aujourd'hui en industrie. On réfléchit peut-être à monter notre propre usine, l'usine BIM Group, qui va permettre justement de produire en France à faible coût tous les produits de nos partenaires et, et de nos participations. Et ça, c'est super important parce que avoir une ligne de production, c'est bien, mais il faut avoir la quantité, il faut être sûr de pouvoir derrière la vendre. Et aujourd'hui, c'est pas. Non, on connaît les conditions économiques qui sont compliquées. L'économie peut très bien s'arrêter du jour au lendemain. Ça s'est arrêté du jour au lendemain avec le Covid. Il faut être ultra scalable, s'adapter au marché. Et quand on est une jeune société, s'adapter au marché, qu'on veut faire de l'industrie, c'est pas simple et on a besoin de s'entourer. Et nous, c'est pour ça que avec BIM Group, on accompagne les sociétés dans cette partie-là. Ok, ça marche. Et pour revenir sur le fonctionnement plutôt côté crypto-monnaie, donc on achète on peut investir donc en achetant le token. D'ailleurs, à partir de combien, enfin quel est aujourd'hui le token n'est pas listé, mais on peut l'acheter directement sur le site de BIM, c'est ça? C'est ça. On peut l'acheter sur le site de BIM en respectant les règles en vigueur mises en place par l'Union européenne et par la France avec un KYC. Aujourd'hui, on peut Ok. l'acheter. Il n'y a pas de minimum d'achat. Aujourd'hui, si vous achetez du BIM, vous avez quand même des cas d'utilisation qui sont importants. Vous pouvez le dépenser sur des sites e-commerce de quasiment toutes nos participations. On a développé un module de paiement qui permet de payer en BIM. Par exemple, je paye un produit d'une de nos participations en BIM avec mon portefeuille de crypto-monnaie. Mais je peux très bien avoir du BIM le lundi. Je le bloque dans notre livret à 5%. Donc, on a fait un livret à 5% annualisé qui récompense tous les gens qui ont du BIM et qui les ont bloqués sur leur interface BIM.finance. Ils les bloquent à 5%. Ils peuvent très bien, ils les débloquent quand ils veulent. C'est ce qu'on appelle un livret flexible. En crypto, on appelle ça un stacking flexible ou une épargne, enfin un earn flexible. Ce qu'il y a sur Binance, tout ce genre de plateforme-là. Nous, c'est pareil, mais avec le jeton BIM. Et s'il les débloque, il récupère ses intérêts automatiquement et après il peut aller dépenser ses BIM ou alors il les garde dans l'attente d'un listing fin 2023 sur un échangeur Ok. décentralisé comme Uniswap. Ok. Sous-entendu avec l'espérance d'une plus-value. Exactement, c'est l'objectif. Ok. Et la quatrième chose, c'est comme tu l'as déjà mentionné, donc le vote au niveau de la DAO.
Exactement, il y a le vote au niveau de la DAO qui est ultra important. Toutes personnes qui ont du BIM, on les invite vraiment à voter parce que c'est important que quand on a un pouvoir de décision, quand on a un droit de vote, d'aller voter. C'est un oui ou c'est un non. C'est oui je follow, non je ne follow pas. Enfin voilà. C'est aujourd'hui c'est compliqué d'avoir des droits sur certaines choses, surtout quand des droits avec notre propre investissement. Souvent, quand on est actionnaire d'une boîte, on n'a pas son mot à dire quand on investit dans des actions, toutes ces choses-là. Alors oui, il y a l'AG, il y a ce genre de choses-là, mais on est trop petit pour avoir un simple droit de vote des fois, ou alors qui n'a pas d'impact. Aujourd'hui, avec le BIM, on est tous dans le même bateau, on veut tous que ça fonctionne, et en fait, techniquement, ça fonctionnera que si les gens nous suivent et nous accompagnent en allant voter sur les projets et en créant de l'engouement. Et c'est important d'embarquer tout le monde dans ce genre de projet parce que le Made in France, c'est une chose, la réindustrialisation, c'en est une autre, mais il faut vraiment que ça concerne tout le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on veut embarquer tout le monde avec nous. Ok. Donc pour embarquer le plus de monde, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est le listing que tu mentionnais? Alors pour embarquer plus de monde, les prochaines étapes aujourd'hui, on va finir l'intégration de notre DAO, on va sortir notre wallet crypto-monnaie, donc notre portefeuille sur une application mobile, mais aussi sur un navigateur web, pour que ça soit ultra simple aux utilisateurs qui sont non crypto, parce qu'on s'est rendu compte qu'on leur faisait utiliser Trust Wallet, mais vu comme on utilise la blockchain Polygon, faut faire un changement de réseau à chaque transaction, c'est un peu compliqué D'accord. aujourd'hui. Donc on va simplifier vraiment ce système-là pour être comme un petit peu une espèce de néobanque un petit peu crypto. On a juste une application, on a nos BIM qui sont dessus, on pourra les stacker sur l'application, on pourra voter sur l'application. Voilà, on va faire une interface vraiment complète pour que le parcours utilisateur soit vraiment simple, et ça va passer par là pour démocratiser la blockchain. Mais on part du principe que les gens, notre objectif plus tard, c'est que les gens en fait ils vont utiliser la blockchain sans s'en rendre compte, et c'est pour Mhm. moi en fait la clé du développement chez BIM Group. Et c'est sur ça qu'on accentue nos recherches, nos développements, pour que ça soit le plus simple possible pour les utilisateurs. Mais aujourd'hui, comme on le sait, dans l'écosystème crypto, le chemin est encore long. On est encore au Ouais. tout début de l'écosystème, il y a beaucoup de choses à effectuer et on avance étape par étape. Après, ce qu'il Ok. va y avoir aussi, comme tu l'as dit, c'est le listing prévu rapidement, fin 2023. On espère un petit peu avant, en tout cas troisième ou quatrième trimestre 2023. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà. Ok. Ça marche. Ouais, ce que tu dis sur le fait d'utiliser la blockchain sans s'en rendre compte, c'est marrant parce que ça revient très souvent hein, avec mes invités. Donc, je pense que tout le monde a un peu cette vision-là de dire voilà pour démocratiser la blockchain, c'est comme Internet, hein, et il faut que ça devienne hyper simple et ergonome. J'ai pas mal de questions qui me viennent sur différents points. Donc si je rétropédale un petit peu, c'était juste pour bien comprendre ce que tu nous disais sur le fait de pouvoir acheter des produits avec le token. Tu vas pouvoir acheter les produits qui ont été eux-mêmes financés par BIM, c'est ça? Genre le clavier là par exemple de gamer qui sortira peut-être. Euh, tu pourras à terme ce sera un des produits que tu pourras acheter. Alors, c'est ça, exactement. En fait, l'idée, c'est de créer un écosystème autour de notre crypto-monnaie, le BIM. Aujourd'hui, on va pouvoir acheter tous les produits de nos participations en BIM à l'aide on a développé ce qu'on appelle un module de paiement compatible avec WordPress qui s'appelle BIMPay. Et en fait, contrairement au module traditionnel, c'est que déjà les frais sur un module de paiement traditionnel, sur un Stripe, on est entre 1,5 et 3% de frais, plus une taxe fixe de 25 centimes sur chaque transaction. Mhm. Aujourd'hui, le BIM, c'est à chaque transaction, c'est 0,75% du montant total. Donc, on est beaucoup moins cher et on est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, quand un utilisateur va payer avec Stripe, il va payer avec ta carte bancaire, l'argent va être gardé 7 jours sur Stripe et après va être envoyé Mhm. au vendeur. En termes pour gérer sa trésorerie, quand on est une jeune société avec ce décalage-là, des fois c'est 7 jours, mais sur des jeunes trésoreries, sur des jeunes sociétés, ça peut être jusqu'à un mois le décalage. Donc c'est un pivotage à faire au niveau de la trésorerie qui est ultra compliqué, ultra complexe. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce module de paiement à la fois pour les commerçants, mais aussi pour les acheteurs de jetons BIM. Donc aujourd'hui,
Les gens vont pouvoir dépenser leur BIM pour des produits de nos participations, mais pas que. On est en discussion avec certaines sociétés qui veulent intégrer des solutions blockchain sur leur site internet, qui ont très bien compris que le paiement en crypto-monnaie était un axe de développement pour eux, mais aussi potentiellement le futur du paiement numérique aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a certains produits qui seront pas produits par BIM, qui seront pas nos participations, mais qui auront la possibilité d'accepter le BIM. Et on y travaille là-dessus. On a beaucoup de sites qui nous ont contactés et on continue de développer nos solutions étape par étape là-dessus. Ok, ça c'est ambitieux aussi. Du coup, c'est encore une autre thématique. Euh, ok. D'ailleurs, tu l'as mentionné. Donc pour acheter le token, on est en France, donc il va falloir se soumettre à un KYC. C'est ça. Euh, je- Est-ce que tu peux nous donner des éléments sur le cadre juridique autour de ce token? C'est une question générale qui pourrait concerner d'autres projets. Mais comment ça se passe? Donc là, est-ce que c'est un token dit security, utility, je ne sais quoi, et comment vous avez géré ce cadre légal en France? Parce que alors, j'imagine vous êtes purement en France, ou est-ce que vous avez ouvert une structure également à l'étranger? Alors non, pour le moment, on n'a qu'une structure en France. Je sais qu'on travaille sur d'autres structures européennes, notamment italiennes, qui ont fait une régulation assez souple dernièrement sur une partie de la régulation en Italie. Aujourd'hui, on est plus considéré comme un utility token, un token de gouvernance. Donc on ne passe pas la partie security token, qui pose problème aujourd'hui dans tout ce qui est la partie régulation européenne. Mika appuie fortement là-dessus, même si Mika, la réglementation européenne, pour moi, je pense qu'elle va embarquer tout type de crypto, allant du simple Bitcoin au NFT. Je pense qu'ils vont faire un truc global et après ils vont l'adapter au fur et à mesure du temps. Ils ont très peur Ok. des crypto-monnaies. Ouais. Euh, au- Nous, pour revenir Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un utility token? ouais, alors un utility token, c'est un jeton entre guillemets pour utiliser un utility token. Ouais, c'est ça. C'est un jeton qu'on va utiliser dans notre écosystème à nous. Euh, on sait entre guillemets qui l'a acheté parce qu'on a le KYC. Donc ça c'est la réglementation qui nous l'impose de savoir d'où proviennent l'argent des gens qui investissent. Donc là-dessus, nous on respecte cette loi en vigueur à l'aide de notre prestataire de service pour la partie KYC. Et après, donc du coup, l'utility token, bah, c'est le jeton d'utilité du BIM Group. La définition exacte, c'est vrai qu'il faudrait que je la revoie un petit peu, mais on respecte ce cadre-là qui est ultra important parce qu'on peut pas aujourd'hui développer des solutions si on respecte pas la loi en vigueur, c'est juste pas possible. Euh, il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles sur la partie crypto-monnaie, Crash FTX, Celsius, Luna, des gens qui ont fait n'importe quoi avec des grosses sommes d'argent. Si aujourd'hui Mhm. on veut que la blockchain ait un avenir en France, voire même en Europe, on se doit de respecter toutes les lois, tous les agréments qui sont mis en place. C'est complexe, ça ralentit le développement contrairement à nos concurrents, mais c'est des choses Mhm. qui sont super importantes à la fois pour nous, mais aussi pour protéger les investisseurs de tout type d'arnaque possible, parce qu'on sait qu'il y en a eu beaucoup en crypto, on sait qu'il y en aura encore. Et malheureusement, c'est la mauvaise phase de la partie blockchain crypto-monnaie, mais c'est aussi, on est obligé de passer par là pour avoir un cadre strict et permettre d'avancer et se dire voilà, demain, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on ait un cadre strict avec des lois, des textes clairs faits par des gens de l'écosystème et pas faits par des gens qui ne l'utilisent pas, parce qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire et on peut pas se scaler sur une monnaie traditionnelle qui est gouvernée par des banques centrales. C'est des choses qui ne sont pas possibles. Il faut qu'on ait des agréments, il faut qu'on ait une loi plus souple qui permette certaines flexibilités sur certains points, qui va permettre derrière de créer un fort pôle d'innovation technologique en Europe, en France. Je sais qu'en France, on mise beaucoup là-dessus et même en Europe, on essaye de miser là-dessus pour essayer de concurrencer les Américains qui dominent le web aujourd'hui, qui ont dominé la technologie parce que ils ont les investissements au bon moment, ils ont la régulation au bon moment. Mhm. En Europe, le souci qu'on a aujourd'hui en Europe, et j'espère que ça va changer avec Mika, et j'espère que ça va changer avec la régulation qui est en place et le lobby qui est fait sur la partie crypto, c'est que
en Europe, c'est du genre on régule avant de comprendre, alors qu'aux États-Unis, c'est on comprend et après on régule. Et c'est vrai que là-dessus, c'est une phrase qui est assez juste. Quand on voit dans le passé comment ça s'est fait sur différentes régulations, que ça soit fait au niveau du web, voire même d'autres secteurs, c'est pas pour rien aujourd'hui si le top 5 des sociétés au monde, c'est 5 sociétés américaines et qu'on est incapable d'avoir une société européenne dans le top 10, c'est qu'on a raté des étapes, on a raté de la régulation, on a raté du financement et aujourd'hui ce sont des choses importantes, la régulation, mais il faut que ça soit une régulation intelligente. Moi, je milite pour une régulation des crypto-monnaies, mais une régulation qui ne tuera pas le secteur du développement et qui va permettre à chaque société de pouvoir se développer tout en respectant une loi propre. Et là-dessus, c'est ultra important. Ouais, complètement. Complètement. Bah, il faut l'espérer. Il y a le youtubeur Asher qui prend pas mal la parole sur ces sujets et qui a à peu près ce même discours, hein, de dire oui, régulons, c'est nécessaire, mais régulons intelligemment. Je te posais la question parce que justement, c'est un peu la même histoire que pour l'économie classique, hein, en fonction du cadre réglementaire, de la stabilité et de la lisibilité. Bah, tu vas attirer plus ou moins d'investissements étrangers, voire même, alors si c'est mal fait, pousser même des entreprises nationales à s'expatrier. Malheureusement, je sais que, enfin, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup le cas. Il y a beaucoup d'entreprises crypto, enfin Web3 plutôt, françaises qui ouvrent, tu vois, une société dans des pays voisins. Souvent, c'est plutôt des pays voisins, genre Suisse, Luxembourg ou Europe, ou même un peu plus loin, sans parler de Dubaï, etc. Mais bon, tout en ayant quand même la majorité de leur activité en France et en créant de l'emploi en France, heureusement. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont créer des structures et c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu triste, quoi. Bah, aujourd'hui, en fait, c'est pas étonnant. Beaucoup de sociétés vont soit en Estonie, soit en Argentine. Ouais. Un cadre plus souple, un cadre Argentine, pour je savais pas crypto. par contre. Ok. Ouais, ben, Argentine, il y a tout le pôle de développement du DAI et de MakerDAO qui est là-bas. Et il y a tout le Ok. pôle de Sandbox aussi, il me semble, Sandbox qui est français et qui ont un gros pôle de développeurs en Argentine. D'accord. Et parce que les Argentins, bah, Damian P, de base, il est argentin. Il a la double Ok. nationalité. Et en fait, il est venu en France puisqu'il a connu la crise argentine sur l'inflation du pesos où il pouvait plus retirer l'argent au niveau des banques. Et aujourd'hui, en fait, les Argentins, ils ont un gros souci, c'est que leur monnaie, elle vaut plus rien. Et quand tu vas en Argentine, là-bas, les gens, ils préfèrent être payés en crypto-monnaie. Ils veulent que de la crypto-monnaie. Ils veulent pas de leur pesos qui ne sert à pas, enfin, qui ne sert plus à rien parce que il vaut plus rien en fait. Leur taux d'inflation est monstrueux d'année en année. Et c'est vrai qu'au-delà de l'aspect spéculation qu'il y a autour de la crypto-monnaie, du prix du Bitcoin, de l'Ether, toutes ces choses-là, il faut voir aussi le fait que ça, c'est compliqué à comprendre aujourd'hui en Europe, parce qu'on n'a pas vraiment connu de grosses crises bancaires au-delà de 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, et ça, c'était encore une fois, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, je suis européen, je vais à la banque, je mets ma carte bancaire, je peux retirer mon argent. Mais dans certains pays, aujourd'hui, c'est quasiment pas possible parce que les banques ont bloqué, les gens ont perdu leur argent et c'est vrai que la crypto-monnaie, le fait que ça soit décentralisé, qu'on ait notre propre portefeuille où personne ne peut y accéder, c'est une véritable révolution économique. Et je pense que des pays, déjà pour moi, l'Amérique du Sud est un super pôle d'innovation pour la partie crypto-monnaie qu'ils utilisent énormément, mais l'Afrique y vient aussi. Après, il faut y venir pour les bonnes raisons. La blockchain, ça a énormément d'avantages de traçabilité et de sécurité, mais il faut pas faire comme est en train de mettre en place la Chine, c'est de transformer tout l'argent, le cash, en numérique et de donner une date d'expiration euh, à la crypto. J'entends ça par ça, dans le sens où aujourd'hui, il y a des Chinois qui vont toucher leur salaire uniquement entre guillemets avec le yuan numérique, mais il va avoir une date d'expiration. C'est-à-dire que si tu l'as pas utilisé, il va être détruit. Ce qui va forcer en fait les Chinois à moins épargner, mais à plus investir dans l'économie. Et je pense qu'il y a une stratégie qu'ils vont mettre en place pour devenir une des premières puissances économiques aujourd'hui
mondiale et qui vont détrôner les États-Unis sur de nombreux secteurs. Parce qu'aujourd'hui, de l'argent qui dort en France, il y en a énormément. De l'argent qui dort dans les pays, il y en a énormément. Et tandis que de l'argent, en fait, l'argent qui est important, c'est l'argent qui est investi en fait dans l'économie, qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi. Et ça, c'est vrai que avec la stratégie que sont en train de mettre en place la Chine, empêcher l'épargne pour investir dans l'économie en utilisant la technologie blockchain, pour moi, c'est un mauvais cas d'utilisation de la technologie. Il n'y a pas que des bons cas d'utilisation de la technologie blockchain, voire même de la technologie tout court. Il faut savoir vraiment différencier entre guillemets, entre le bien et le mal, sachant que sur la partie crypto, si on enlève le fait qu'il y a des arnaques, des rug pulls, là, ce que sont en train de mettre en place les Chinois, ça c'est encore, ça nous concerne pas, c'est autre chose. Mais il faut pas que on se dise, on utilise la technologie blockchain pour tracer tout ce que font nos utilisateurs. Moi, ce que j'ai peur aujourd'hui des monnaies centrales, des monnaies de banque centrale, c'est qu'elles vont émettre, mais c'est sûr, elles vont vraiment émettre entre guillemets leur l'euro numérique, mais j'ai peur qu'elles aient accès à toutes nos transactions pour supprimer le cash en fait. Il a utilisé la crypto, il a envoyé à telle personne, à telle heure, à tel endroit, toutes ces choses-là. On va être de plus en plus tracé et donc en fait, je pense que dans les années à venir, il va y avoir un combat entre pourquoi la blockchain elle a été créée, créer une décentralisation, créer une identité numérique forte mais personnelle, pas disponible pour les grosses sociétés. Est-ce que vont vouloir mettre en place les banques centrales, les gouvernements et les grosses sociétés, ça va être de dire, eh ben, on va encore plus centraliser les données, on va encore plus récupérer de la data sur les utilisateurs. Donc, je pense que dans un moyen long terme, il va pas y avoir une espèce de guerre, mais il va y avoir une confrontation entre pourquoi la blockchain a réellement été créée, la décentralisation, et comment elle est utilisée aujourd'hui par certaines personnes pour centraliser, pour avoir accès à des infos sensibles des utilisateurs, mais stockées sur la blockchain. On va vivre, je pense, une révolution numérique qu'on n'a pas encore vécue dans les prochaines années et qui va être très intéressante à suivre, mais qui peut être à la fois très dangereuse, qui peut vraiment être très dangereuse pour certains points, sur certains moments clés pour l'avenir. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va s'articuler dans les prochaines années. Totalement, totalement. Bah, on sent que tu es passionné par le sujet. Ce sujet financier, on en a parlé avec un invité du podcast, avec Jérémy Le Petit, puisque qu'il a lancé un moyen de paiement qui utilise la blockchain. Et voilà, on avait abordé rapidement ces sujets de monnaie programmable. Et ouais, c'est clair que en tout cas, ce que ça permettrait de faire peut faire froid dans le dos en termes de liberté personnelle. Donc voilà, c'est sûr que c'est un sujet sur lequel il faudra être vigilant. Et bah, t'as sûrement raison. Il y aura sûrement si les banques y viennent, il y aura sûrement une opposition assez forte avec la philosophie qui sous-tend plutôt le lancement de Bitcoin en l'occurrence à l'origine, qui s'est plutôt créé en opposition justement au système financier avec la crise de 2008. Donc c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'on voit qu'une même technologie pourrait se mettre au service de causes carrément opposées, quoi, diamétralement opposées. Exactement, ça va être qui tout double. Mais je pense que aujourd'hui, la majorité des gens qui ont un portefeuille crypto-monnaie, qui ont un portefeuille Bitcoin, qui utilisent la finance décentralisée, qui utilisent la technologie blockchain au quotidien, n'auront pas forcément le portefeuille émis par le gouvernement, émis par les banques centrales. Je suis pas sûr que les gens si les gens qui utilisent la technologie blockchain ont vraiment compris l'utilité aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils utilisent les monnaies de banque centrale qui seront émises. Parce que ça ira à l'encontre des valeurs qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années. Et ça ira à l'encontre de surtout sur quoi ils sont contre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent la crypto-monnaie uniquement pour la partie spéculation, mais il y en a qui l'utilisent pour se protéger des banques centrales, de se protéger de l'inflation. Demain, les banques qui utiliseront la crypto-monnaie ou qui utiliseront leur propre monnaie numérique de gouvernement ne vont répondre à aucun problème qu'il y a déjà aujourd'hui avec l'économie actuelle, qui est un fort taux d'inflation. L'inflation, elle vient parce qu'on a augmenté le nombre d'euros en circulation pendant la crise Covid. C'est toujours les mêmes personnes qui décident de faire tourner la planche à billets, qui choisissent les taux d'intérêt.
Enfin voilà, aujourd'hui c'est c'est peut-être 1000 personnes qui décident de l'économie mondiale aujourd'hui. Et la crypto a été créée justement pour ne pas dépendre de l'économie mondiale, pour dépendre de elle-même, de dépendre de la confiance qu'ont les utilisateurs en celle-ci. Et c'est beaucoup plus puissant à long terme, sachant qu'on sait que Bitcoin 21 millions, si chaque millionnaire en veut un, c'est pas possible, un truc tout bête, mais ça, une fois que tu as dit ça, tu as à peu près résumé aujourd'hui la puissance du Bitcoin, c'est le fait qu'il y en ait 21 millions, qui soit gouverné par personne, qui repose sur sa propre technologie, sans tiers de confiance. Et à chaque fois qu'on rajoute un tiers de confiance, ben, c'est de la perte de confiance. C'est de la perte de confiance dans sa valeur, c'est de la perte de confiance dans son utilisation. Et c'est pour moi ultra important aujourd'hui de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas avoir que des euros dans la même banque, avoir un peu de crypto non pas pour la spéculation, mais juste pour se protéger en cas de crise. Parce que si demain l'euro tombe, tous ceux qui auront de la crypto seront les grands gagnants, mais 99% de la population en Europe qui n'a pas de crypto, bah, auront tout perdu. Alors là, bien Mm. évidemment, quand on dit que l'euro va tomber, on est visionnaire ou alors on est complètement fou, mais absolument pas. Mm. Euh, une monnaie qui est tout le temps émise en circulation, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, c'est pas viable économiquement, c'est pas viable sur le long terme. On le voit économiquement parlant, l'Europe, bah, depuis la création de l'Union européenne, certes, on a émis une monnaie commune à tous les pays, on a facilité énormément de choses, mais en termes de pourcentage d'endettement des pays en Europe, c'est aujourd'hui c'est terrible. C'est terrible parce que je suis même pas sûr qu'aujourd'hui on regarde encore la dette des pays. C'est on a besoin d'argent, on en émet, et puis on verra bien ce qui se passe sur la population derrière. Et la crypto, c'est pas ça. Hein. La crypto-monnaie, c'est pas ça. C'est on émet des règles fixes au début et on les respecte. Et ça change tout en fait sur le pouvoir d'achat, sur l'utilisation, sur une multitude de choses ultra importantes. Ok. Bah écoute Léo, ouais, je te propose de conclure sur ces réflexions. On a un peu dérivé, mais voilà, on a parlé des sujets monétaires, des sujets de nos monnaies traditionnelles, inflationnistes, etc. Je pense qu'on peut faire le lien entre ce que tu nous disais sur la fin avec un impact local et concret en soutenant des entreprises industrielles françaises. Euh, Mm. voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Pour conclure, je te propose de nous dire si jamais tu vois des choses à compléter, à rajouter, que ce soit sur BIM ou sur d'autres sujets, n'hésite pas. Et peut-être dis-nous comment concrètement on peut vous soutenir si voilà, si on est convaincu et qu'on se dit tiens, je veux financer ce genre de start-up industrielle là tout de suite, où est-ce que je vais, sur quel site, comment ça se passe? Ouais, eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Ben, pour nous soutenir, c'est très simple. Vous marquez sur internet bim.finance. Vous allez arriver sur un site web avec plusieurs plaquettes qui expliquent un petit peu ce qu'on fait, de l'accompagnement industriel, de l'accompagnement de financement, de l'accompagnement d'image de marque, de l'accompagnement technologique sur la blockchain, dans le Web 3, sur l'accompagnement aussi sur des levées de fonds là-dessus. Et en fait, pour nous soutenir, c'est très simple. Au-delà de l'aspect financier dans lequel vous pouvez investir dans le jeton BIM, rendez-vous sur bim.finance. Vous pouvez aussi tout simplement nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ça soit LinkedIn, que ça soit sur Twitter, c'est pareil, BIM Group ou BIM Finance. Je sais que aujourd'hui on est dans une crise économique et tout le monde n'a pas forcément d'argent à investir ou préfère investir dans d'autres projets et ça c'est libre à vous. Mais rien que déjà de nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est important parce que même si vous pensez qu'on va peut-être pas réussir toutes ces choses-là, vous allez au moins pouvoir suivre une aventure d'entrepreneuriat française dans la crypto-monnaie, dans l'économie réelle, dans le Made in France. On accompagne des sociétés. Je le répète aujourd'hui, mais l'avenir de la France repose sur notre capacité à nous réindustrialiser, à savoir reproduire en France. Aujourd'hui, on a trop exporté dans des pays comme dans d'autres pays pour produire moins cher, etc. Alors qu'aujourd'hui en France, on a des ingénieurs, on a des hommes, on a des femmes qui sont capables de produire sur de grandes qualités.
On le voit sur certains types de produits, on est numéro 1 dans le luxe. Je vois pas pourquoi on pourrait pas être numéro 1 dans d'autres produits, tout simplement des claviers, des souris, dans de l'industrie. C'est ultra important de soutenir notre industrie. C'est ça qui crée de la valeur en France, qui crée énormément d'emplois. Et ça passe aujourd'hui, si vous voulez le soutenir à votre faible échelle, soit vous nous soutenez économiquement et vous participez avec nous à l'aventure avec le BIM Group, avec BIM Finance, ou alors vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous nous apportez vos conseils. On a énormément évolué suite au retour de nos utilisateurs et c'est pour nous un gage d'engagement. On écoute tous vos retours et on applique vos retours quand ils sont constructifs. On essaie de les appliquer au plus vite. On est relativement jeune dans l'équipe, on est motivé et on veut créer un intérêt dans cette société. On veut vraiment être une société à mission. On s'est vraiment donné une mission de faire rayonner la France et ça passe aujourd'hui par la réindustrialisation et nous soutenir sur nos différents réseaux sociaux, mais aussi économiquement avec notre jeton BIM. Et on espère que le jeton BIM aura un grand avenir à la fois économique, mais aussi en termes d'image de marque, parce que il y a plusieurs déjà sociétés qui sont dedans, il y en a énormément qui vont arriver, donc on est au tout début de l'aventure. Et si vous voulez suivre une aventure entrepreneuriale avec des jeunes et des moins jeunes, soutenir le Made in France, c'est rendez-vous sur BIM Group et bim.finance. Ça marche. Excellent. Le message est passé. Merci encore Léo. Merci pour ton énergie et on va suivre avec grand intérêt votre projet. Et merci Léo. À bientôt. Ciao. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de 2 manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau. Mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!